Cyril Malka sang divan. Cyril Malka. Cyril Malka sang divan. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire que j'ai intitulé Écran et enfants. Et j'ai été inspiré par l'actualité parce qu'en fin de compte, on commence à parler de certains problèmes qui viendraient du fait que les enfants soient trop en contact avec les écrans. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'il y a vraiment un problème entre les écrans et les enfants? Est-ce que les enfants sont trop à leurs écrans? Est-ce que l'État doit intervenir comme il est question en ce moment? C'est un petit peu ces questions auxquelles je me devais de répondre. Et donc, on va se concentrer surtout sur le côté psychologique de l'affaire. Alors, on sait que les écrans... Alors, quand je dis écran, ce n'est pas seulement les écrans du portable, enfin du smartphone, mais ça va être aussi les tablettes, ça va être les ordinateurs et bien entendu aussi la télévision. Donc quand je dis écran, c'est tous les écrans dont on parle en ce moment ou dont on peut parler en ce moment. Et le fait est que maintenant, depuis l'ère de la télévision déjà, on avait pu constater certaines choses. Je me souviens que j'étais très jeune à l'époque, je devais avoir une dizaine d'années, donc là, je vous dis, on est au début des années 70. À l'époque, il y avait 2 ou 3 chaînes en France. Et je me souviens que j'avais lu un article, je devais avoir une dizaine d'années, dans un magazine qui disait que aux États-Unis, les publicités venaient au milieu, enfin dans le film, entre le film, en différentes périodes du film, alors qu'en France c'était interdit à l'époque. Et il y avait déjà à cette époque des études qui indiquaient que les petits Américains, les jeunes Américains, ils avaient donc pour habitude, lorsque les pubs arrivaient, d'aller faire pipi ou d'aller parler à leur nounou ou d'aller prendre quelque chose à manger avant de revenir voir la télévision. Ce qui donnait comme résultat qu'on avait toute une ribambelle d'enfants qui avaient beaucoup de mal à se concentrer plus d'une quinzaine ou vingtaine de minutes à la fois. Donc on sait que ce qui est vu sur les écrans, que les écrans ont une influence positive ou négative, ça reste à voir donc, sur le cerveau, sur les habitudes et sur la psychologie et le développement des enfants et des jeunes enfants et des jeunes adultes. Et donc ça c'est vieux, hein, on le sait donc depuis l'époque de la télévision, ça date quand même de certaines années. Alors, il y a plusieurs facettes, plusieurs domaines sur lesquels les écrans ont un effet sur les enfants. Alors les enfants sont spécialement importants parce qu'ils sont en état de développement. Votre cerveau se développe grosso modo à partir de votre naissance jusqu'à l'âge de 24-25 ans. C'est au moment en fin de compte où votre crâne est totalement fermé, parce que jusqu'à 25 ans vous avez toujours une fontanelle, même si elle est très petite. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on dit bon là il n'y a plus rien à faire en quelque sorte, le développement du cerveau est fini. Alors on peut toujours développer certaines parties du cerveau etc. Mais ça c'est une autre histoire. Et donc tout ce qui se passe dans les enfants de la naissance jusqu'à leurs 24-25 ans, ça a une importance primordiale. Ce qui veut dire que les enfants qui fument du shit, etc., tout ça, ça a un impact beaucoup plus important sur leur cerveau et sur leur développement final que cela là si vous êtes adulte. Donc, les écrans ont un effet déculpé, si on veut dire ça comme ça, sur les enfants parce qu'il va manipuler le développement du cerveau de l'enfant, alors que pour nous, je veux dire, moi, à mon âge, maintenant, ça fait longtemps que mon cerveau il est développé, il est même en train de se réduire, et donc, du coup, les écrans, ils peuvent plus m'influencer tellement. Mais par contre, pour les enfants et pour les moins de 25 ans, ça va avoir des effets. Ça va avoir des effets sur le développement cognitif, par exemple. Alors, le développement cognitif des écrans sur les enfants,
il va déjà avoir un impact sur une diminution de la maturation du cerveau. C'est surtout dans les régions justement qui sont associées au contrôle cognitif et à ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Ça a été discuté dans une étude de Rideout and Robb en 2019. Et ça, c'est dû en fin de compte, à la nature passive et très souvent fragmentée, en fin de compte, que l'enfant a, quand il est au contact des écrans. C'est-à-dire que le stimulus, il ne stimule pas les processus cognitifs nécessaires au développement optimal chez les enfants parce que les choses sont relativement fragmentées. C'est des choses qui sont en à-coup, en quelque sorte. Il n'y a pas de continuation. Et donc, ça fait que les enfants l'utilisation des écrans a donc un impact négatif sur l'attention, parce que ça la fragmente, entre autres, et en fragmentant les processus cognitifs, ça fait que les enfants ont plus de mal après à se concentrer et à maintenir leur attention, en fin de compte, sur différentes tâches. Ça a été une autre étude qui a été faite en 2004, donc c'est vieux aussi, de Christakis. En plus, toujours en remontant sur Rideout and Robb, la première étude à laquelle je faisais allusion, on a remarqué que cela altérait également la mémoire, surtout la mémoire de travail. Et alors la mémoire de travail, c'est la mémoire qu'on utilise, ça pourrait correspondre un petit peu à la RAM de l'ordinateur, c'est-à-dire que c'est une mémoire très courte, environ une trentaine de secondes, que l'on utilise juste dans l'entretemps, avant de éventuellement enregistrer l'information sur la mémoire, sur une mémoire à plus long terme, ou alors à la laisser partir. Ça va être par exemple, si je vous donne mon numéro de téléphone, et que vous le répétez le temps de l'inscrire. Là, vous utilisez votre mémoire de travail. Et puis une fois que vous l'avez inscrit, ça sort de votre mémoire de travail et vous vous en souvenez plus. Si au lieu de l'inscrire sur votre téléphone, vous l'avez fait passer, vous l'avez répété plusieurs fois pour la faire passer de votre mémoire de travail à votre mémoire à long terme, là, vous vous souviendrez de mon numéro de téléphone pendant très très longtemps. Et c'est pour ça que je me souviens toujours du numéro de téléphone qu'on avait à Dinan à l'époque où j'avais 13 ans, mais que je ne me souviens pas du numéro de téléphone d'une personne que j'ai rencontrée il y a 15 jours et que j'ai noté dans mon smartphone. Et donc, cette mémoire de travail qui est essentielle justement pour traiter les informations, pour résoudre les problèmes, etc., elle est altérée par l'impact justement par cette fragmentation cognitive. De plus, cette fragmentation cognitive, elle va impacter les compétences d'apprentissage parce que, en fin de compte, elle limite les opportunités d'interaction sociale, d'exploration de l'environnement réel, qui sont des éléments cruciaux pour le développement cognitif des enfants. Ça, c'est une étude qui a été faite par Anderson et d'autres en 2017. Parce que, en fin de compte, le fait dont on utilise des écrans, on a une surstimulation visuelle et cognitive, et ça perturbe le développement des autres processus attentionnels, mnésiques, d'apprentissage, etc., que l'on peut avoir et qui sont nécessaires dans le développement. En gros, il y a une très grosse différence entre voir une image et un film de moi qui marche dans la forêt, un moi virtuel par exemple, et que moi j'aille marcher dans la forêt. Mes sensations cognitives vont être beaucoup plus demandées, beaucoup plus utilisées dans la réalité, que bien entendu dans le virtuel, où ça va surtout être mon processus visuel, éventuellement auditif qui va être concentré, mais le reste, non, ça va pas être réel en quelque sorte. Et donc ça fait que les enfants sont moins engagés dans les activités cognitives qui sont exigeantes cognitivement parlant, parce que c'est plus facile de se laisser stimuler par la stimulation visuelle et auditive, plutôt que d'aller faire un tour dans la nature et de développer beaucoup d'autres capacités cognitives. Ce qui fait donc que
le développement cognitif chez les enfants va devenir beaucoup plus limité parce que certaines choses vont leur demander trop de travail, en quelque sorte, puisqu'ils n'en ont pas l'habitude. Et plus on commence jeune, moins ils vont développer leur possibilité cognitive, et plus ça va être difficile pour eux, par la suite, de les développer. En plus de ces problèmes ou de ces effets donc, sur le côté cognitif, les écrans ont aussi des effets sur les compétences sociales, l'empathie, le bien-être émotionnel des enfants et les interactions sociales. Alors pour ce qui est des compétences sociales, il y a une diminution des compétences sociales qui a été constatée. De même, on a vu une réduction de l'empathie. De même, on a vu une altération du bien-être émotionnel et enfin une diminution et des problèmes avec les interactions sociales. Alors, c'est en fin de compte, avec cette réduction de l'empathie et puis ce qu'on va voir en venant, nous sommes presque en train de composer une génération de sociopathes, en gros, de narcissiques et de sociopathes. C'est en ce moment ce qui est en train d'arriver. L'usage excessif de ces écrans, ça va déjà mener à une diminution des compétences sociales. Ça, on le doit aussi à une étude de 2018 de Tweng et Campbell qui a montré qu'en fin de compte, on pouvait voir une corrélation très simple entre l'augmentation de l'utilisation des médias numériques, quels qu'ils soient, et une diminution des compétences sociales chez les adolescents. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que l'utilisation des écrans va limiter les occasions pour les enfants de participer à des interactions sociales en personne. Alors c'est vrai qu'on est ensemble sur Facebook, on peut être ensemble sur un jeu en ligne par exemple, mais on n'est pas ensemble vraiment, pour de vrai. Et ça va réduire la pratique des compétences sociales, tout simplement, telles que la communication verbale, parce qu'il y a quand même une différence entre parler et communiquer. Communiquer également avec le langage corporel, et puis écrire un smiley stupide en disant MDR, mort de rire. Le fait d'écrire MDR, mort de rire donc, ça ne me fait pas comprendre quelles sont les expressions faciales de la personne qui est morte de rire. Parce que la communication, c'est plus que le langage. C'est plus que ce qui est dit. N'importe qui a étudié les langues, j'ai habité dans plusieurs pays et j'ai étudié plusieurs langues, nous savons parfaitement qu'il n'est pas suffisant de savoir parler la langue. Il y a des expressions corporelles qu'il faut faire attention, elles ne veulent pas dire la même chose dans un pays que dans un autre. Il y a des expressions faciales qu'il faut éviter, d'autres qu'il faut faire. Enfin bref, la communication, l'expérience sociale, c'est plus que quelques mots sur un écran ou même quelques mots que l'on dit. Et toutes ces compétences, elles n'existent pas au travers d'un écran, elles ne sont pas là. Même à la limite, si, comme là, en ce moment, vous me voyez sur mon écran. Alors là, j'ai la chance d'être quelqu'un qui est qui bouge beaucoup quand j'explique quelque chose. Je me souviens, quand j'étais plus jeune à l'école, les gens disaient toujours, mes copains me disaient toujours, toi, même si tu es à l'autre bout de la cour, quand tu es en train de raconter quelque chose, rien qu'en regardant ta façon de bouger, on sait de quoi tu parles. Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça, et au travers d'un écran, en fin de compte, les expressions faciales sont diminuées, elles sont plus raides, moins visibles, et cela fait qu'en fin de compte, on se comprend de moins en moins bien. Il y a aussi une étude qui avait été faite, je ne me souviens plus, je crois que ça devait être dans les années 2005-2006, de Robert Eagleman. Lui, il avait constaté que les personnes qui se faisaient injecter du Botox dans le visage, pour paraître plus jeune, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le Botox vous fige. Vous ressemblez à une marionnette. Et ces personnes donc, avaient eu des expressions faciales diminuées. Et de même, elles avaient plus de mal à comprendre, à remarquer les expressions faciales des autres. En quelque sorte, du fait de soi-même d'avoir des expressions diminuées, fait que notre cerveau capte moins les expressions faciales des autres. Donc je ne vous dis pas,
ce que ça fait au travers des écrans, surtout quand on utilise des filtres, machin, etc. Donc vous avez toute une ribambelle d'expression faciale et de communication et de compétences sociales qui disparaît quasi totalement. De plus, donc, nous avons une réduction de l'empathie. Alors ça, c'est une recherche de Hulse et d'autres en 2014 qui a tout simplement révélé que les enfants qui passaient beaucoup de temps sur les écrans, ils avaient moins d'empathie envers leur père, tout simplement. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins de capacité à comprendre et à réagir aux émotions des autres. Cela serait dû justement au fait que c'est beaucoup plus difficile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui est virtuel, qui est sur un écran, qui n'existe pas pour de vrai, que de se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui est devant vous. Vous pouvez le sentir, vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre d'une autre façon. Et donc, cette empathie recule tous les jours, quasi, justement à cause ou grâce, ça dépend de ce qu'on veut obtenir, à cette problématique des écrans. De plus, on a donc une altération du bien-être émotionnel. Ça, c'est une étude, entre autres, de Hodgers et d'autres, en 2019. Donc, c'était avant la Covid, parce que la Covid a bon dos. Alors, je ne dis pas que ça nous a fait du bien, mais ça ne nous a pas fait autant de mal que ça. Maintenant, il ne faut pas déconner non plus. Ça n'a pas eu, ce n'est pas suffisant pour avoir eu cet impact sur l'économie, sur la psychologie et sur les problèmes sociaux. Et donc, déjà, avant les problèmes de la Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens entre l'utilisation des médias numériques, quels qu'ils soient, et les problèmes de santé mentale chez les adolescents, et cela comprenait l'anxiété et la dépression. Je me souviens avoir écrit un article à propos de Facebook il y a maintenant bien longtemps, également avant la Covid, justement, où il y avait eu cette étude qui parlait des problèmes de dépression chez les adolescents, qui étaient très liés à Facebook. Et ça, en fin de compte, ça vient du fait que, en plus de Facebook maintenant, il y a une ribambelle de contenu en ligne qui est totalement inapproprié, qui est totalement stressant. Vous avez des théories conspirationnistes, vous avez du racisme, vous avez tout et n'importe quoi. Et donc, il y a, en plus de ça, donc, ce manque d'interaction sociale réelle va donc contribuer à des niveaux beaucoup plus élevés de détresse émotionnelle chez les enfants que si on restait dans le monde de la réalité. Et enfin, les écrans, enfin pour ce cas-là, parce qu'il y en a d'autres, les écrans ont une influence sur les interactions sociales des enfants de plusieurs différentes manières. Vous avez la réduction de la qualité des interactions en tant que personne. Ça, c'est une étude de Daniel et Radetzky en 2018. Encore une fois, période pré-Covid, juste une parenthèse. Et qui a montré que le fait qu'il y ait des appareils électroniques pendant les interactions familiales va réduire la qualité des conversations et des interactions entre parents et enfants. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes de quelle génération vous êtes, mais je me souviens qu'à mon époque, on ne regardait pas la télévision en mangeant, par exemple. C'était tout simplement, ça ne se faisait pas. On n'avait pas la télévision en mangeant. Et aujourd'hui, en fin de compte, on bouffe devant la télé, quoi. Si on ne bouffe pas devant l'ordinateur ou autre chose. Et en fin de compte, toutes ces choses-là font... Alors, on a remarqué qu'en fin de compte, cela donnait en fin de compte des problèmes de poids, parce qu'on mange d'une façon différente. Ça fait aussi que on n'a pas le même rapport à la nourriture et on n'a pas le même rapport aux autres. Auparavant, quand on mangeait le soir, par exemple, on parlait de la journée, on racontait ce qu'on avait fait à l'école, etc. Et ça, c'était sans un téléphone portable qui avait un WhatsApp qui arrivait à ce moment-là, ou la télévision qui balançait une connerie à ce moment-là. Donc, on sait que toutes ces interactions, tous ces écrans, quels qu'ils soient, donc que ce soit la télévision ou ce que vous voulez, ça va réduire la qualité du contact parent-enfant. En fin de compte, on pourra dire que, ouais, c'est vrai que votre téléphone et WhatsApp va vous rapprocher des personnes qui sont loin de vous, parce que vous pouvez communiquer avec elles, mais par contre, ça vous éloigne des personnes auprès de qui vous êtes. Et la question est, est-ce que ça vaut le coup ? Après,
tout à chacun peut se dire comment on se ressent si on est en train de parler à quelqu'un et que tout d'un coup la personne prend son appareil de la poche et commence à discuter. Ça casse un peu l'ambiance. Et donc, en plus, on a remarqué, donc ça c'est McDaniel et Radetzky, non, Kraunt et al., excusez-moi, en 1998, donc là aussi ça date, qui ont remarqué que les enfants qui passaient beaucoup de temps en ligne, alors à cette époque c'était pas encore les smartphones, c'était les ordinateurs, c'était les chats, eh ben, ils vont continuer à préférer les interactions virtuelles aux interactions en personne, ce qui va donc entraîner un isolement social et des difficultés pour les relations interpersonnelles. Parce qu'en fin de compte, les interactions en ligne, c'est plus facile. Ça ne vous demande pas autant de choses. Vous n'avez même pas besoin de vous habiller. En fin de compte, vous n'avez même pas besoin de vous coiffer ou de faire attention à vous. Vous n'avez pas attention... Enfin, il y a plein de trucs que vous n'avez pas besoin de faire. C'est beaucoup plus facile, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est pas vérifiable. Donc, petit à petit, surtout quand on parle des enfants, eh ben, on en arrive à s'enfermer dans une vie virtuelle plutôt que réelle. Ensuite, parce qu'on n'a pas fini, les écrans ont une application importante sur la santé physique des enfants. Entre autres, on a des problèmes de vision, on a des problèmes de sédentarité et on a un problème d'obésité. Alors, il y en a d'autres, hein, bien entendu, là j'en ai pris quelques-uns qui me semblaient importants. Alors, vous avez comme problème de vision, on a remarqué, on a étudié, il y a une étude qui date de 2020, qui démontre que les enfants qui sont, enfin les personnes qui sont beaucoup de temps devant les écrans, on est exposé à une lumière bleue. Et cette lumière bleue, elle est nocive pour nous, elle est nocive et peut contribuer à une fatigue oculaire et à une sécheresse oculaire, ainsi qu'à des problèmes de vision, tout simplement. Là, par exemple, les lunettes que j'ai achetées, elles ont un espèce de fond bleu ou un espèce de truc bleu qui prétend aider que le fait que la lumière bleue des écrans ne me dérange pas. Tout ça, bon, je l'ai acheté parce que j'avais besoin de lunettes et j'avais besoin de lunettes vertes qui aillent avec ce t-shirt. Mais les trucs bleus devant les lunettes, ça n'aide en rien. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne change absolument rien. Et vos yeux, j'allais dire vos yeux, vont en prendre plein la tête de toute façon. Donc, ce n'est pas de vous mettre des écrans, des lunettes bleues qui vont faire quoi que ce soit. Bonsoir Nathalie. Oui, c'est vrai, c'est hallucinant. Et j'ai même pas encore fini en plus, vous avez vu. Et donc là déjà, vous avez ces problèmes oculaires, ces problèmes de vision. L'effet à plus long terme, on ne le connaît pas encore, mais de toute façon, ça va sûrement pas être une bonne chose. De plus, vous avez donc le problème de sédentarité. Alors là, je veux dire, bon, alors il y a des études là-dessus, mais en fin de compte, je me demande si on a besoin d'études pour savoir que les gamins qui passent leur temps assis sur leur cul devant leur écran, ils bougent pas beaucoup, ils ne se bougent pas suffisamment, et puis donc ils augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Tout comme, enfin je veux dire, il y a des études de longue date qui disent que les gens qui travaillent dans un bureau, par exemple, 8 heures par jour dans leur bureau, eh ben, il y a plus de risques de problèmes musculaires, problèmes cardio-respiratoires, problèmes cardiaques, etc. On le sait tous, ça. De toute façon, ça fait bien longtemps qu'on sait tout ça. Mais personne ne réfléchit au fait que c'est pas bon pour les adultes âgés de 25 à 60 ans parce que ça augmente les risques, mais pour les enfants, ça fait rien. Bien entendu que ça fait quelque chose, bien entendu que c'est problématique. Là, on est en train de construire des enfants qui vont avoir une foule de problèmes et une foule de maladies assez incroyables. Donc déjà, là, la réponse est logique. Enfin, il y a aussi un problème d'obésité. Là aussi, il y a des études, mais des fois, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'études pour constater certaines choses? Parce que là aussi, les gamins qui sont assis constamment, qui ne bougent pas, qui en plus de ça vont bouffer des chips ou des pizzas, ou
à peu près tout ce qu'on bouffe aujourd'hui. Parce que c'est vrai, le McDo, la malbouffe, je suis d'accord, c'est pas bon pour la santé et c'est pas terrible à manger. Maintenant, si vous avez un rythme de vie plutôt sain et que vous allez manger une pizza ou un McDo de temps à autre, en fin de compte, il n'y a pas tant de problème que ça. Là où ça devient problématique, c'est quand on est assis devant son écran en train de... Les seuls muscles qu'on utilise, c'est les muscles des 2 pouces pour écrire des messages. Et que, à côté de ça, on bouge pas, et puis on se nourrit de pizza, glace, McDo, chips, curly, et ce que vous voulez. Le résultat, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour le savoir et pour s'en rendre compte. Donc là, on a ce problème-là également, qui est un problème relativement important, je dirais. Et puis, pour finir, presque, on a le problème, les écrans et le sommeil. Parce que les écrans ont 2 gros problèmes, enfin, ils en ont sûrement d'autres, hein, par rapport au sommeil des enfants. Il y a le problème de cette lumière bleue dont j'ai déjà parlé, et puis il y a ce qu'on appelle l'activation cognitive. Alors le truc, c'est que cette lumière bleue qui est émise par les écrans, que ce soit les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, la télévision, ça peut inhiber la mélatonine. Et la mélatonine, c'est une hormone qui régule notre sommeil. D'accord ? Donc, arrive un moment dans la journée où on a plus de mélatonine, et puis là, c'est là où on se sent fatigué, etc., etc. Maintenant, ces écrans, ils vont inhiber cette mélatonine, ce qui va faire qu'en fin de compte, on ne va pas ressentir le besoin de sommeil, on ne va pas avoir ce besoin de sommeil. Et donc, cette étude de Chang et d'autres, en 2015, a démontré que l'exposition à cette lumière bleue avant le coucher, ça va réduire la production de mélatonine tellement que ça va retarder l'heure du sommeil chez les enfants. Ça va tout simplement les empêcher de dormir. Même quand ils sont dans leur chambre, même quand vous avez éteint la lumière ou avoir une petite veilleuse, ça va les tenir éveillés. Tout simplement parce que la mélatonine a été désactivée et donc ils n'ont pas de sommeil. Et donc en plus, vous avez ce problème d'activation cognitive parce que le fait d'utiliser les écrans, ça stimule cognitivement les enfants, donc spécialement la vision et le côté auditif, et ça va les rendre plus alertes, plus éveillés en quelque sorte, et ça va faire qu'ils vont avoir plus de difficultés à s'endormir. Ça, c'est une étude également de 2018 de Cahen et d'autres, qui ont donc fait que le cerveau est engagé de manière stimulante, et en fin de compte, ça entraîne une activation cognitive qui va tout simplement retarder l'endormissement, parce qu'en fin de compte, on est trop excité. Un petit peu comme si on avait couru avant d'aller dormir, ou on avait vu un film d'action, etc. On est tellement stimulé cognitivement parlant que c'est problématique. Dernier petit détail, parce qu'on m'avait posé la question. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être le Kindle, qui est bien pratique, hein, parce que ça prend pas beaucoup de place. Et puis on a des livres, et puis ça a une allure papier. Alors ça dépend de quel Kindle vous parlez, mais il y a des Kindle, celui que j'utilise par exemple, qui a un aspect papier. Et là on peut se dire, mais ça, est-ce que c'est le même problème, ou est-ce que ça c'est bon? Est-ce que c'est un écran, ou est-ce que ça compte pas comme écran? Oui, malheureusement, cette fameuse étude de Chang et al. Nous dit que ça a le même effet sur les enfants, sur l'endormissement. Cet écran, ça a une lumière rétroactive qui vient de l'extérieur, et on a la lumière bleue, même si d'apparence elle n'est pas très forte et ça paraît être papier. Donc du coup, vous avez le même effet. Alors encore une fois, pour nous autres adultes, ça a peut-être un effet moindre, surtout si vous ne vivez pas tellement au travers des écrans, mais pour les enfants, c'est une catastrophe. Donc si les enfants doivent lire un bouquin, écoutez, vous avez des bandes dessinées, vous avez des vrais livres en papier que vous pouvez leur acheter et qui peuvent lire avec une petite veilleuse à côté d'eux, c'est parfait s'il faut lire le soir. Il n'y a pas besoin que ce soit... Et puis comme ça, ils apprendront un meilleur français qu'avec les SMS, en tout cas que le langage texto. Et de plus, juste une parenthèse, alors là on entre peut-être dans un sujet un peu plus politique, mais
il y a une vague wokiste qui peut avoir une tendance en ce moment à vouloir changer les vieux bouquins, etc. Parce que, bah, par exemple, ils ont voulu changer Gone with the Wind, Autant en emporte le vent, excusez-moi, parce que bah, c'était plus correct aujourd'hui de traiter je sais plus trop quoi comme quoi, parce que j'ai pas lu le livre, j'ai pas vu le film. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui n'était plus correct politiquement, et donc ils vont changer le livre. Et si vous avez le livre sur Kindle, eh ben, ils changent le livre, votre livre sur Kindle est changé. Que si vous avez votre livre pour de vrai, eh ben, ils peuvent changer tous les Kindle qu'ils veulent, vous avez toujours la version originale. Alors le Kindle, c'est bien pratique, par exemple pour les dictionnaires ou pour les livres de référence qui changent régulièrement. Ça prend moins de place, surtout que ces bouquins, ils sont généralement très épais. Mais pour ce qui est d'autres bouquins, ça vaut peut-être même pas le coup. Même si c'est vrai que ça prend moins de place, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est bien joli tout ça, mais alors maintenant quoi? Parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup hein, de ces écrans, parce que ça commence à devenir problématique. Et donc, on parle beaucoup de devoir agir politiquement. D'ailleurs, il va y avoir un truc, une étude, ou je ne sais pas trop quoi, qui va être fait par Macron, ou par le gouvernement, ou par je ne sais pas trop qui, parce que les gens donc parlent d'interdire d'interdire TikTok ou d'interdire... Il y a des courants qui disent... D'ailleurs, j'ai fait un webinaire sur TikTok que ben, il faudrait interdire TikTok au moins de 13 ans ou au moins de 16 ans, ou qu'il faudrait faire un truc de façon à limiter TikTok, comme le fait la Chine, à 20 minutes par jour, ou des trucs dans ce genre-là. Et moi, ce qui m'inquiète et qui m'étonne, c'est que si vous êtes parent, vous avez la responsabilité de vos enfants. Ça n'est pas l'État qui doit interdire des trucs, c'est vous qui devez interdire des trucs. Si vous achetez un smartphone à vos gamins, c'est à vous de mettre les règles pour le smartphone, pour ce qui est à voir, pour ce qui est à ne pas voir. C'est à vous de dire, bah non mon pote, tu n'auras pas de compte Facebook, un point c'est tout, et non, tu n'auras pas de compte TikTok. Vous pouvez brider le téléphone si vous le voulez, de façon à ce que ce ne soit pas possible du tout. Enfin bref, il y a une foule de méthodes. À l'époque où mes enfants étaient petits, il n'y avait pas encore tout ça, mais il y avait Internet, et c'était même très évolué. Et c'était beaucoup plus difficile de mettre des limites aux enfants. Mais j'étais entré dans le routeur, j'avais programmé le routeur, les enfants n'avaient plus Internet à partir de 10 heures du soir, point à la ligne. Et puis c'est tout, c'est à nous, les parents, de réguler ce genre de trucs. Ça n'est pas à l'État, il ne faut pas attendre que M. Macron ou M. je ne sais pas trop qui sera le prochain président, doivent interdire certaines choses pour nos enfants. C'est à nous de faire ce genre de choses. C'est nous les parents, c'est notre responsabilité. Et donc du coup, parce que c'est un petit peu facile de dire « Ah bon oui, mais moi j'y comprends rien ». Eh bien alors il faut apprendre. Ou alors il ne faut pas leur donner de smartphone. Hein. Vous savez, il y a des enfants qui sont sans smartphone, ils vivent très bien, ce n'est pas une nécessité. Là où l'État, je trouve, devrait agir, ça serait à réduire, voire interdire les écrans dans les écoles, par exemple, où on utilise des écrans plutôt que d'utiliser des tableaux, où on utilise Internet alors qu'il n'y a pas besoin. Les enfants peuvent parfaitement apprendre à utiliser un dictionnaire. On peut parfaitement écrire sur un tableau avec de la craie ou avec des feutres si c'est des tableaux blancs. Et les enfants peuvent parfaitement se passer de smartphone pendant qu'ils sont à l'école. S'il leur arrive quelque chose, l'école a le téléphone, j'en suis sûr, et pourra contacter les parents. Enfin bref, là sur ce point, oui, je trouve que c'est l'État qui devrait bien entendu agir. Sur les autres côtés, sur le côté à tout ce qui a rien à voir avec l'école et avec la vie, dira-t-on, dans la société, tout cela, c'est le travail des parents, et ça va donc être votre travail à vous de contrôler ce que fait votre enfant et ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Alors ouais, c'est vrai qu'il va peut-être piquer une crise. S'il est addict à son téléphone, eh ben, il aura qu'à piquer sa crise et apprendre à ne plus être addict à son téléphone, aussi simple que ça. Si vous devez choisir entre avoir un enfant obèse, à moitié sociopathe, qui a des problèmes de santé,
ou un enfant qui vous pique une crise ou deux pour après devenir plus ou moins névrosé comme nous autres. Après, le choix est le vôtre, mais c'est aussi votre responsabilité. Alors, certaines choses à faire, ça va donc être d'encourager les différentes activités alternatives. Il y a plein de trucs à faire. Alors, vous pouvez aussi les laisser s'ennuyer, hein. Enfin, parce qu'on a un petit peu cette tendance à croire que les enfants doivent être motivés comme ça constamment. Il faut le foot, le karaté, la piscine, machin, truc, bidule, on court de droite à gauche, etc. Les enfants n'ont pas besoin d'être occupés constamment à quelque chose. On n'est pas obligé de devoir leur donner quelque chose à faire ou à voir constamment. Ils peuvent parfaitement s'ennuyer. Et vous savez quoi, les enfants qui s'ennuient, en fin de compte, commencent à utiliser un domaine dont on n'a plus beaucoup en ce moment, qui s'appelle la créativité. Alors c'est vrai, des fois ils font des conneries, je suis d'accord avec vous, mais pas nécessairement. Et des fois, si vous remarquez, les conneries qu'ils font, c'est aussi basé sur une expérience. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait ceci ou cela? Alors oui, des fois, il se passe des trucs qui ne devraient pas se passer, mais c'est quand même dans le domaine de l'expérimentation, c'est dans le domaine du développement. Et ça, les enfants en ont besoin. Ils n'ont pas besoin de toujours devoir voir quelque chose ou être occupés à quelque chose ou devoir avoir quelque chose de nécessairement actif. Donc, vous pouvez parfaitement encourager plein d'activités alternatives, les jeux créatifs, les interactions sociales, la lecture, des livres, le dessin, je ne sais pas, il y a plein de possibilités autres que les écrans. Le monde hors des écrans est extraordinairement grand. C'est assez incroyable. Et puis, vous pouvez modéliser vous-même un comportement sain, parce que beaucoup des parents, en ce moment, qui ont par exemple la trentaine, ils ont en partie été élevés avec les écrans. Déjà, le domaine ordinateur était bien développé, et puis donc les premiers smartphones sont sortis en 2007 ou 2008. Donc eux, ils étaient suffisamment développés cognitivement parlant pour ne pas être aussi attaqués, pourra-t-on dire, que leurs enfants, qui eux sont élevés avec ça. Eux, ils avaient quand même un petit peu d'avance, ils avaient développé certaines capacités cognitives avant de passer aux écrans. Mais ça sert absolument à rien si de limiter le temps d'écran des enfants, par exemple, si les parents sont eux-mêmes constamment en train de tapoter sur leur écran. Vous aussi, vous pouvez parfaitement, je suis sûr, vous passer beaucoup des écrans. Alors, je ne vais peut-être pas être populaire, mais n'empêche que ça marche. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez sûrement vécu une partie de votre vie sans, et je suis sûr que vous pouvez vivre autant de temps sans. Alors maintenant, peut-être plus besoin. Vous pouvez peut-être l'utiliser dans votre travail, mais parfaitement. C'est un outil de travail, parfaitement. Vous êtes rentré à la maison, vous n'avez plus besoin de votre outil de travail. Vous le mettez sur la table du salon, et puis après, vous êtes en famille. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas regarder la télé, mais dans ce cas-là, vous regardez la télé ensemble. Papa, maman, enfant. D'accord ? C'est quelque chose qu'on faisait dans le temps, il était une fois, et quelque chose que vous pouvez parfaitement faire aujourd'hui aussi. Donc, de cette façon, vous pouvez limiter le temps d'écran familial, en quelque sorte, parce que c'est également important. Et donc, enfin, établir des règles très claires par rapport à quel temps à utiliser sur les écrans et quel temps à ne pas utiliser dans les écrans, tout simplement. Tu peux utiliser ton Facebook de telle heure à telle heure, et après, ça y est, c'est fini, tu ranges ton téléphone, ou tu le mets ici dans le salon, ou je ne sais pas ce que vous pouvez trouver, mais après, c'est fini, et tu n'en as pas besoin pour dormir, tu n'en as pas besoin pour tapoter le soir avec ta copine. Ta copine, tu la verras demain à l'école. Et puis voilà. Alors, il y a une étude de Radetzky qui a montré que les enfants dont les parents limitaient l'utilisation des écrans et interagissaient avec eux régulièrement, ils ont des scores de développement socio-émotionnel beaucoup plus élevés. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez mal démarré, vous pouvez parfaitement agir maintenant et aider votre enfant à se développer de façon socio-émotionnelle, tout simplement en limitant son temps d'écran. Alors, pour ce qui est des enfants de 2 à 5 ans, les études disent qu'il faut limiter le temps d'écran à 1 heure par jour de contenu de haute qualité.
sous surveillance parentale. Les écrans, c'est quelque chose qui doit se produire la plupart du temps et très souvent sous surveillance parentale. D'accord ? Si votre fille veut parler avec son petit copain, elle n'a qu'à lui téléphoner. Alors, pas besoin de lui téléphoner devant vous, mais elle peut lui téléphoner, lui parler, quand vous êtes dans le temps. Pas nécessairement avec des messages. Et pour ce qui est des autres choses, ça peut parfaitement être... les parents peuvent parfaitement être là, il n'y a pas de secret. La page Facebook, par exemple, c'est quelque chose de public. Donc, vous devez savoir ce que votre enfant raconte dans le monde, tout simplement. Pour les enfants de 2 à 5 ans, il est absolument hors de question de les laisser tout seuls avec des écrans. Ça n'a pas de sens. De 2 à 5 ans, déjà avoir un écran, je dirais que c'est peut-être pas nécessaire, mais alors ça peut se produire. Hein. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, ils regardaient des dessins animés. Donc là, ils devaient avoir 3, 4, 5 ans. Alors, les dessins animés, c'était que le week-end, c'était pas en semaine, déjà. Et puis, deuxièmement, j'étais avec eux. Surtout que au Danemark, c'était en langage original, et donc s'il y avait des sous-titres, et moi, je lisais les sous-titres. De même, si on regardait un film quand ils étaient un peu plus vieux, j'étais toujours avec eux en regardant le film, et je lisais les sous-titres, pour être sûr qu'ils comprennent bien ce qui se passe, et pour pouvoir interagir en disant, voilà, attention, ça, c'est pas comme ça, etc., etc. Les enfants ont besoin de vous pour les guider, pour comprendre les choses, etc. On ne les plante pas devant un téléviseur en regardant des dessins animés, puis on va faire autre chose. Ça se fait pas. Et même chose avec que ce soit les dessins animés, que ce soit TikTok ou que ce soit Facebook, le résultat est exactement le même. Pour les enfants de 6 ans et plus, là, généralement, il faut avoir un accord. Ça dépend des besoins individuels de l'enfant. Et il vous faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de temps pour les autres choses essentielles, telles que les devoirs, l'exercice, les interactions sociales, le sommeil, dormir, etc. Fut un temps où les enfants allaient au lit à 20h30, c'était l'heure où le film commençait, et les enfants étaient au lit à 20h30, ils pouvaient lire dans leur chambre, pas de souci, mais ils étaient au lit à 20h30. Ça a donné de bons résultats. Hein. Il n'y a pas trop de psychopathes à l'époque, il y avait beaucoup moins de narcissiques, il y avait beaucoup moins de sociopathes, il y avait beaucoup moins de problèmes de société. Donc peut-être qu'il faudrait commencer à mettre certaines limites. Donc toutes ces recommandations-là, ça a également été basé sur des recherches et sur des études, entre autres de Madigan en 2020. Qui a vu que les enfants qui utilisaient les écrans, et surtout qui les utilisaient plusieurs heures par jour, ça avait des résultats défavorables en matière de développement. Alors, je n'ai pas parlé de beaucoup d'autres problèmes, tels que les problèmes d'écriture, les problèmes de mémorisation. On ne mémorise pas de la même façon quelque chose qu'on lit sur un écran que quelque chose qu'on lit sur papier. Enfin bref, il y a plein d'autres études dont j'aurais pu parler, dont je n'ai pas parlé, parce que sans ça, j'en finirais pas. Et déjà, là, je croyais que j'allais finir après une demi-heure, ça n'a même pas été le cas. Mais les résultats par rapport aux écrans, c'est relativement catastrophique, et il est grand temps que, en tant que parent, vous agissiez envers vos enfants, envers vous-même peut-être aussi, plutôt que d'attendre que le gouvernement ou la mairie ou je ne sais pas trop quoi agissent. Et agissez vis-à-vis de votre école pour faire enlever les écrans, tous les écrans de l'école. Il n'y en a pas besoin, en fin de compte. Les enfants n'ont pas besoin d'un ordinateur portable, ils n'ont pas besoin d'une tablette, ils n'ont pas besoin d'un écran de télévision de leur salle de classe. Voilà, c'était tout pour ce webinaire et pour cette semaine. Prochain webinaire d'ici une quinzaine de jours, ce sera le dernier webinaire de la saison. Après, je serai fermé pour les webinaires jusqu'à la mi-septembre. Si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et dites-moi ce qui vous ferait plaisir et je verrai ce que je peux faire. Et sans ça, je vous revois d'ici une quinzaine de jours pour le dernier webinaire de la saison. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.